Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bienvenue dans cette salle dédiée à l'open source. Finalement, le projet open source, c'est la fondation de l'ensemble de nos activités, qu'on soit PrestaShop, bien entendu, qu'on soit agence ou qu'on soit contributeur au travers des logiciels qu'on est amené à distribuer sur le projet open source. On va parler beaucoup d'open source aujourd'hui et chez PrestaShop, on a une équipe dédiée, vous les rencontrerez toute la journée. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est vous présenter l'ensemble de l'activité technique de PrestaShop et finalement l'interaction qu'on vit, que l'on soit contributeur au projet open source et on va démarrer avec Pablo, ou qu'on soit potentiellement utilisateur du projet. Et l'idée de cette présentation pour lancer la journée et pour vous accueillir, c'est de présenter les membres de mon équipe qui ont des zones d'activité très différentes, des enjeux à relever très différents, mais qui finalement gravitent autour du projet open source. Alors je vais vous demander d'accueillir Pablo, qui est un de mes leaders. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Eric, mais voilà, Pablo. Bien sûr, merci. Donc bonjour à tous, moi c'est Pablo Borovic, je suis VP Engineering pour la partie core de PrestaShop. La mission du core, c'est de maintenir le projet open source qui porte le même nom que l'entreprise, donc PrestaShop. Donc le travail des mainteneurs est aussi bien de développer sur la solution, mais surtout de travailler avec la communauté open source dans la contribution, c'est-à-dire dans la collaboration sur le développement du projet, mais aussi sur l'éducation sur ce que c'est que l'open source, les bonnes pratiques, des projets en commun. Et donc voilà. Merci à vous. Merci Pablo. Il y a notre contribution au projet open source, bien évidemment, mais on est un acteur comme certains d'entre vous, où on développe des modules, des extensions, et on a une vraie activité cliente du projet open source. Et je vais vous demander d'accueillir Vincent, qui est un des artisans de cette contribution. Bonjour, Vincent Vermersch, moi je suis VP Engineering des extensions et vous ne devinerez jamais ce que je fais les extensions chez PrestaShop. Donc à la fois la gestion des modules qu'on avait sortis historiquement et à la fois les nouveaux services qu'on sort chez PrestaShop, PrestaShop Metrics, PrestaShop Checkout. Voilà, on est 25 dans la tribu avec 4 squads pour gérer, pour vous livrer de la valeur avec des nouvelles extensions régulièrement. Merci Vincent. On développe des extensions, mais aussi on les distribue. Donc vous êtes tous vraisemblablement familiers avec la marketplace. Et pour cela, on a une équipe qui finalement gravite autour du projet open source. Je vais demander d'accueillir Mathieu Roux. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Mathieu Roux. Donc, je suis le VP Engineering de distribution. La distribution, comme elle l'indique, en fait, donc nous, on s'occupe de la marketplace add-ons, entre autres de la distribution des modules, des extensions, mais aussi bientôt de cette distribution entreprise qu'on a parlé, donc cette différenciation entre l'open source et l'entreprise. Et on va se charger, en fait, de développer et de contribuer, en tout cas, pour mettre en place, en fait, cette version entreprise PrestaShop, basée sur la nouvelle version open source. Merci Mathieu. Merci à vous. Mais je crois que tu es un utilisateur aussi du projet PrestaShop open source. Bah oui. La marketplace. La marketplace, oui, c'est un des projets. Elle utilise PrestaShop aujourd'hui 1.4. Donc oui, on est un des utilisateurs PrestaShop et on contribue aussi dessus sur le sujet. Bon, on n'est pas un des meilleurs utilisateurs de PrestaShop, hein, finalement. On est cherche resté. À mettre à jour. Mais voilà. Merci Mathieu. Merci à vous. Autour de ce projet-là, on a besoin d'une infrastructure. On a besoin d'éléments factuels, de données. Je vais vous demander d'accueillir Denis. J'en suis un peu ému. Denis, qui est notre ancien, bonjour, entre guillemets, et qui a l'historique de PrestaShop. Je t'en prie. Denis Sévère, oui, 10 ans de PrestaShop, 10 ans d'aventure. Voilà, je manage actuellement les équipes qui s'occupent des systèmes d'information chez PrestaShop.
On va parler d'IT, d'Ops, de data, de plein de choses comme ça intéressantes. Et effectivement, dans le cadre du projet open source, on va s'occuper aussi de fournir toutes les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement des systèmes, des services qui gravitent autour du logiciel open source et de la solution. On va parler d'API, on peut parler de sites communautaires comme les contributeurs, les ambassadeurs. On peut parler des démos aussi, qu'on peut voir. Voilà. Et puis, effectivement, dans le cadre de ce nouveau projet qui arrive, on va pouvoir revoir des nouvelles infrastructures, on va pouvoir mettre en place des nouvelles choses, on va repartir d'une belle page blanche et un beau projet qui arrive du coup. Merci Denis. Alors beaucoup de VP, beaucoup d'hommes, donc le meilleur pour la fin, on va dire. Je vous demande d'accueillir Sarah qui s'assure que notre travail est de qualité, je crois, c'est ça? Merci Sarah. Donc moi, c'est Sarah, je manage une équipe de 11 QA chez PrestaShop. On intervient auprès de toutes ces équipes-là pour s'assurer que tout ce qu'ils produisent soit de qualité. Et du coup, une partie de l'équipe est déjà dans le fond. Et ils interviennent aussi sur le projet open source en testant les pull requests qui sont faites, en vérifiant les specs. Ils interviennent un petit peu sur tous les domaines de PrestaShop. Merci Sarah. Bon voilà, je voulais faire cette présentation de mon équipe, que vous puissiez échanger avec eux. Vous verrez qu'autour du projet open source, on a des besoins, on a des utilisations diverses. Vous vous y reconnaîtrez dans certains. Donc n'hésitez pas à les rencontrer. Donc Pablo, bien entendu, sur le projet open source, Vincent, Denis, Mathieu et Sarah. Donc n'hésitez pas à les rencontrer et à rencontrer leurs équipes surtout. Donc bienvenue et puis je laisse la parole à la suite. Je crois qu'on a un super fil d'actualité à vous partager. Merci. Bon, on va se mettre en place. Une nouveauté pour moi, hein. Normalement j'ai un quart d'heure de retard, quart d'heure béarnais, classique. Là on a 5 minutes d'avance, on a fait notre présentation. Donc on va enchaîner sur l'intervention de Vincent. Vincent qui va nous parler d'ici 3-4 minutes, le temps que tout se mette en place, sur qu'est-ce qu'on peut faire à partir du projet open source. Projet open source, finalement, nous flèche sur des activités qui sont plutôt ce qu'on appelle on-premise, hébergées chez les marchands, en tout cas chez leur hoster. Mais comment on peut justement valoriser ces assets-là, les données d'un marchand et l'hybrider avec le potentiel d'autres projets open source, je crois que tu as parlé de ça, et fournir la puissance du cloud à ces sites e-commerce. Donc on va essayer de démarrer d'ici 2-3 minutes. Voilà. Je pense qu'il va falloir que tu viennes sur l'estrade.
Donc c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. C'est la bonne idée d'enlever le masque. On a un privilège en parlant, c'est qu'on peut enlever le masque. Désolé. Je vais laisser les mouvements de foule. Pour changer les slides, il y a une télécommande ou il y a quelque chose? Ou je fais un... Tu vas redemander? Il faut que je change à chaque slide? On va apprendre à utiliser une souris en remote ou en... C'est ça. Je vais faire une souris sans fil. Vous m'entendez avec le micro ou sans... C'est suffisant, même ceux qui sont au fond? Ah, ok. Bon, je vais utiliser le micro. Moi, je vais vous parler de l'hybridation SaaS. Parce qu'en fait, chez PrestaShop, on est pour l'instant un logiciel on-premise. On s'installe chez un OVH, chez un one-and-one, chez tous les hosters possibles de la planète. C'était la façon de faire des CMS pendant très longtemps. Et donc, on arrive à des besoins clients. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais actuellement, les clients ont plein de besoins où la logique on-premise a des limitations. Donc, les besoins actuels, je vais vous enfoncer des portes ouvertes, mais si vous êtes en agence ou si vous avez travaillé en tant que développeur ou si vous êtes vous-même e-commerçant, vous rencontrez sûrement ces questions-là. Donc, la première question, c'est tout le monde veut tester des nouveaux SaaS. En fait, il y en a toujours des nouveaux, des trucs intéressants qui vont augmenter le chiffre d'affaires, qui vont permettre d'avoir une meilleure visibilité, qui vont permettre de faire du retargeting, qui vont permettre de faire plein de choses. On en a plein à tester et toujours des nouveaux qui arrivent, des nouvelles versions, des concurrents qui sont meilleurs, des concurrents qui font les choses légèrement différemment. Et donc, on se retrouve à vouloir essayer de s'intégrer rapidement à des nouveaux SaaS. Et on n'a tous pas beaucoup de temps. Donc, on veut tous avoir le plus rapidement possible le SaaS implémenté, sans, si possible, faire intervenir de développeurs ou sans faire intervenir de techniques et en ayant tout de suite des données. Donc ça, c'est la première besoin d'avoir des SaaS en plus. Mais le fait d'avoir besoin de SaaS en plus fait qu'on doit garder en tête le besoin de nos clients. Les clients finaux, actuellement, ce qu'ils veulent, c'est de la rapidité. Je suis sûr que vous avez vu toutes les études sur l'impact de la rapidité et sur la transformation. La difficulté qu'on a, c'est comment est-ce qu'on fait quand on a rajouté 60 modules sur notre PrestaShop pour rester rapide? Parce que tout le monde se greffe au même endroit, sur le tunnel de commande, sur le paiement. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour rester rapide? Comment est-ce qu'on fait pour tester plein de SaaS qu'on espère qui vont nous ramener du trafic, qui vont nous ramener de la transformation, et en même temps, rester rapide? Ça, on va en discuter tout à l'heure, mais c'est un des premiers challenges qu'on a, c'est rester rapide, parce que c'est la norme. Tous les GAFA nous obligent à rester rapide parce qu'ils ont posé ça comme normalité. Donc, si on a un site, on doit être rapide et on a proposé une expérience rapide. La deuxième chose, c'est, vous l'avez tous vu, il y a de l'actualité quasiment une fois par mois sur des piratages où il n'y a pas d'actualité, mais il y a des sites e-commerce qui vendent des Louboutins pas chers ou des Nike Air Jordan sur un site secondaire. Ils ne sont pas au courant, mais c'est ce qu'ils font à côté. Donc la sécurité, c'est même plus une question. C'est devenu un enjeu important. Et donc, comment vous faites pour gérer la sécurité quand vous intégrez des nouvelles solutions régulièrement sur votre site? Des nouvelles solutions qui potentiellement peuvent amener des nouvelles failles de sécurité. Donc, on a la question de comment maintenir la rapidité, comment maintenir la sécurité et les enjeux du futur. Le Green IT, comment être performant, comment économiser des ressources, comment avoir quelque chose qui monte à l'échelle.
gérer un Black Friday sans avoir à multiplier le nombre de serveurs et sans faire de prière pour que notre infra tienne pendant le Black Friday. Donc toute cette logique-là de montée en performance qui sont des enjeux modernes d'écologie, mais aussi des enjeux de chiffre d'affaires parce qu'il y a les enjeux de scalabilité. Actuellement, la façon dont on fonctionne pour faire ça, sur PrestaShop, pour ajouter des nouveaux modules, pour les optimiser, la façon de fonctionner, c'est les hooks. Et un hook, c'est génial. C'était vraiment une révolution, les hooks. Ça a permis d'étendre PrestaShop de façon super propre. Mais la difficulté, c'est que tout le monde se greffe au même endroit sur les hooks, le tunnel de commande. Donc on a un premier hook qui se met sur le tunnel de commande qui permet de gérer la commande. Un deuxième qui permet de gérer le CRM. Un troisième qui permet de gérer un deuxième CRM parce qu'en fait, on n'a pas tout à fait les mêmes besoins. Un quatrième qui va gérer la logistique parce qu'on a besoin que les stocks soient au courant. Un cinquième qui va gérer... Et à la fin, on finit avec 15 hooks sur le tunnel des commandes. Et le principe des hooks sur PHP, c'est que c'est une pile. Donc chacun s'exécute l'un après l'autre. Donc ça signifie que le client final qui est en train d'acheter, lui, il voit un loader à l'endroit le plus critique pour la page de commande, il voit une attente. Alors en tant que marchand, on veut avoir ces sas, c'est important, mais en même temps, on veut que notre client final, pour lui, il y ait zéro friction, que le tunnel de commande se passe sans aucune douleur. Et avec tous les hooks qu'il y a, en fait, c'est impossible de mélanger les deux. Et il suffit qu'un seul des modules au milieu rame pour que tous ceux qui soient derrière se mettent à ramer, que la totalité de la page soit ralentie. Donc en fait, le système de modules marche bien si vous êtes capable de faire un casting bien précis de modules, mais si vous voulez tester, tout le monde veut faire pour essayer de développer son chiffre d'affaires, là le système de modules prend des risques et pose des questions aussi à vos développeurs, parce qu'en fait, le développeur qui va intégrer le nouveau module, il va toujours faire la prière. Est-ce que ce module est compatible avec le précédent? Est-ce qu'il est compatible avec cette version de PrestaShop 1.6 qu'on a patché nous-mêmes sur cette version de PHP 5.6 qui est sur notre hébergeur, qui n'a pas été maintenu depuis un petit moment et qui a telle librairie derrière qui tourne sur notre serveur, et plus ces 60 autres modules qu'on a installés. Il y a toujours ce suspense. Est-ce que ça va tourner? Et est-ce que ça va tourner à l'échelle? Est-ce que ça va tourner quand il y aura 1000 clients qui seront en permanence sur les soldes dessus? Donc ça, c'est la logique de hook actuellement pour étendre PrestaShop. La deuxième chose, c'est qui dit sécurité, dit mise à jour. Actuellement, pour les mises à jour, le seul moyen de faire, c'est une intervention manuelle, c'est du zip. Sur une faille zero day, s'il n'y a personne qui est présent pour suivre, le zip, avant qu'il arrive pour être mis à jour, ça peut mettre du temps. Plus, ça demande vraiment d'avoir quelqu'un qui vient, qui fait l'action manuellement. Donc, la notion de sécurité, elle ne peut pas être maintenue sans mise à jour. Et pour l'instant, la mise à jour est manuelle. Donc ça, c'est le deuxième frein qu'on a. Le troisième frein qu'on a, c'est en fait, on veut vous permettre de vous intégrer un maximum de SaaS sur la planète. Mais beaucoup de SaaS sont créés en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Angleterre. Et les langages de programmation, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais actuellement, c'est le rainbow. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait beaucoup du PHP, du Java. Puis après, il y a du Ruby on Rails qui est venu se greffer. Puis après, il y a eu du Python. Puis après, il y a des gens qui viennent faire du Haskell. Puis après, il y a des gens qui viennent faire du Scala. Et en fait, on se retrouve avec une forêt de langages de programmation et énormément de SaaS qui sont chacun développés dans leur propre langage de programmation. Donc à PrestaShop, si on veut proposer à un acteur néo-zélandais où là-bas 70% des gens font du Python de s'intégrer à PrestaShop, on lui demande d'apprendre du PHP. Ils n'ont pas de cours de PHP là-bas. C'est pas la norme, c'est pas le standard. Donc pour eux, c'est compliqué. C'est compliqué de venir s'intégrer et de venir s'intégrer à la solution et proposer de la valeur. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on propose une solution qui soit agnostique de tout langage et qui permette à quelqu'un, s'il n'y connaît pas en PHP, de développer 90% de sa valeur sans avoir à connaître de PHP. Et connaître PHP, ça ne suffit pas. Il faut connaître aussi PrestaShop. Au final, PrestaShop, c'est un framework e-commerce en même temps qu'une solution e-commerce. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agences qui l'utilisent comme solution de base pour développer et qui construisent dessus.
Et donc, ça veut dire que c'est pas tout de connaître PHP, il faut aussi connaître les subtilités d'un PrestaShop. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les subtilités d'un PrestaShop ne sont pas les mêmes entre une 1.4 sur laquelle tourne actuellement Add-ons, une 1.5, une 1.6, une 1.7, et c'est même pas la même chose entre une 1.7.2 ou une 1.7.8. Il y a un progrès énorme qui est fait en termes de qualité, en termes de valeur qui est amené par le corps, mais reste que si on doit livrer un module et une extension, on doit garder en tête que il y a encore 30% des boutiques qui sont sur une 1.6 et pas forcément sur la dernière 1.6 qui est maintenue, peut-être sur d'autres versions. Donc il faut pouvoir s'adapter à toutes ces versions précédentes tout en gérant les dernières versions et leurs nouveautés et leurs bonnes pratiques. Donc chez PrestaShop, moi je suis arrivé chez PrestaShop il y a 3 ans et demi dans l'idée de construire des services sur PrestaShop. Donc, tous ces casse-têtes dont je vous parle, en fait, il y a 3 ans et demi, je les ai eus et je me suis posé la question, comment on fait ? Donc, c'est ce qu'on a mis en place sur les Essentials sur extension, d'abord avec Checkout, puis ensuite avec Metrics, puis après avec Facebook. Et enfin, il y a des nouveautés qui vont arriver bientôt pour vous aider à vendre encore mieux. C'est comment est-ce qu'on peut proposer une expérience as a service avec des mises à jour où on est capable de gérer une bonne partie, nous, sans vous déranger, avec des possibilités d'observabilité pour comprendre ce qui se passe. J'ai découvert qu'une PrestaShop 1.6.7 avec Metrics 1.2.3 sur un PHP 5.5 causait un bug quand il y avait telle extension de PHP qui était activée. Ça, c'est impossible à découvrir en QA. Même, on a beau faire tous les efforts qu'on peut, il y a tellement de possibilités de variation qu'on ne peut pas. Donc, on a dû développer tout un système d'observabilité pour essayer de comprendre ce qui se passe sur nos clients et de réagir et d'adapter et de mettre à jour les boutiques. Donc, ce qu'on a mis en place pour aujourd'hui, l'hybridation SaaS, on a commencé à faire une première preuve de concept. L'une des premières bonnes pratiques, c'est de faire ce qu'on appelle du collect once et use many. Le principe, c'est... comment dire ça ? Pour PrestaShop Metrics, par exemple, si vous voulez faire des statistiques sur votre boutique, vous pouvez. Mais PrestaShop a été designé pour la souplesse, pour donner un maximum de souplesse et de customisation. Donc ça veut dire 300 tables. Si vous travaillez dans le développement, 300 tables, si vous voulez faire des statistiques sur 300 tables, vous avez le choix entre afficher vos statistiques ou vendre sur votre site. Parce que toute la ressource pour faire des statistiques, elle mange la ressource pour vendre sur votre site. Pourtant, ce n'est pas votre activité primaire, faire des statistiques. C'est agir en méta pour comprendre votre boutique. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir une possibilité de vous donner une analyse de statistiques sans impacter votre boutique ? Ça, c'est la même idée. Je collecte une fois, de façon très lente, de façon très délicate pour la boutique, pour ne pas la surcharger. Je la stocke sur le cloud et après, je la distribue. Donc, j'ai PrestaShop Metrics, mais pour PrestaShop Facebook, c'est une synchronisation longue où on prend le catalogue de produits et le catalogue de produits, on doit l'envoyer ensuite à Facebook. Donc, bien sûr, faire des validations. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais Facebook, est-ce que les images contiennent moins de 20% de texte ? Donc, il faut faire des validations dans ce genre-là. Les descriptions doivent avoir une certaine taille. Donc, en fait, on a tout un lot de validations à réaliser. Si on fait les validations sur la boutique, on prend de la charge serveur, alors que ce n'est pas votre métier. Votre métier, c'est de vendre, d'envoyer sur Facebook pour attirer des gens sur le site et que le site ait toutes les ressources possibles pour vendre le plus possible. Donc sur PrestaShop Facebook, pareil, on utilise le même pipe de données où les données ont été collectées et les données sont ensuite disponibles de façon à pouvoir les distribuer sur PrestaShop Facebook. On est en train de faire la même logique avec PrestaShop Marketing for Google Shopping. Ça va être une annonce, je spoil un peu, je devrais pas, mais vous allez avoir l'annonce là, ça devrait sortir d'ici 1 mois, où la logique est la même, avec des exigences encore plus fortes de la part de Google. Donc en fait, on a mis en place cette solution qui prend vos boutiques
qui demande l'autorisation aux développeurs et ou aux patrons de boutique d'importer ces produits et qui nous permet de les redistribuer. Le futur, c'est vraiment de pouvoir faire ça et de le redistribuer à d'autres partenaires. Pour faire ça, on a eu besoin de services très classiques. En fait, quand on fait un SaaS, on a besoin d'une couche d'authentification, on a besoin d'une couche de facturation, on a besoin d'un ETL pour extraire les données. Donc, on a commencé pour nous, chez PrestaShop, à développer ces briques et à les utiliser en interne, à séparer les équipes de façon à ce que chaque équipe puisse avoir son scope et que quand plus tard on partagera cette logique-là avec d'autres, on ait le scope limité et les gens qui sont chargés, capables de s'en occuper. Pour développer tout ça, en fait, on a fait des choix de rester dans l'open source. Donc, on est sur Google Cloud Platform, mais sur Google Cloud Platform, on n'est pas parti sur du Cloud PubSub, par exemple, pour la partie distribution. On n'est pas parti sur des solutions spécifiques à Google Cloud Platform, mais on a essayé de partir sur des solutions open source de façon à ce qu'elles puissent continuer de tourner où on veut. C'est-à-dire qu'actuellement, on utilise deux choses. Event Store, où qui a une solution d'événementiel qui en fait, ça nous permet sur la slide précédente, en fait, quand il se passe quelque chose sur la boutique, ça déclenche un événement. Cet événement est envoyé sur notre cloud et le fait d'être envoyé sur le cloud, ça déclenche d'autres événements qui permettent aux différents autres produits de réagir. C'est un système réactif, c'est-à-dire que ce n'est pas les autres produits qui disent « et là c'est bon, tu as reçu les produits, et là c'est bon ». Non, c'est quand les événements sont reçus, les autres produits peuvent se déclencher. Donc on continue dans la logique open source à contribuer, mais en dehors de la stack PHP. On contribue sur... c'est une stack en Nest.js, Node.js, avec de l'Event Store et du Redis, pour, si jamais on voulait l'héberger autre part, ça reste quelque chose de possible. Donc ça, c'est l'hybridation SaaS telle qu'on l'a fait chez PrestaShop. Et on verra la suite des éléments. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Merci. La partie partage des données avec les partenaires, est-ce qu'il y a des choses de prévues? Est-ce qu'il y a des échéances? On aimerait bien déjà avoir une file d'attente parce qu'en fait, on s'aperçoit que chaque partenaire a des besoins spécifiques. Donc là, par exemple, le fait d'avoir construit les metrics et des outils d'export de catalogue, ça nous a permis de faire le tour de panier, commandes, puis après le catalogue, les exports de catalogue, ça nous a permis de faire le catalogue, taxonomie, catégorie. Donc en fait, on essaye de recruter, on aimerait bien sur 2022 recruter des partenaires justement pour essayer de voir quels sont leurs besoins et de voir là où ça fit, là où on a besoin de développement supplémentaire. Donc si vous êtes intéressé, je suis disponible toute la journée pour en discuter avec grand plaisir. Juste pour savoir, ici dans la salle, il y a combien de personnes qui sont e-commerçants? Ok. Et combien qui sont en agence? Et développeurs? Ok, c'est sur la piste. Et sur les développeurs, quelles sont les difficultés que vous rencontrez justement sur les PrestaShop à installer des modules ou à gérer les mises à jour? Si je peux vous faire travailler. Sur les mises à jour, c'est toujours la problématique des thèmes. Il faut, quoi qu'il arrive, s'assurer des compatibilités avec le back-end, mais c'est souvent le front-end qui va poser problème, qui va demander des évolutions. Un tel module va faire casser la mise en page du thème? Ok. Des régressions liées aux nouvelles versions. Nouvelle version du module ou nouvelle version de PrestaShop? Ouais. Le fonctionnement qu'il y avait sur les anciennes pages VO, on ne retrouve pas sur les nouvelles, par exemple. Ok. Et ce qui c'est comment dire ça? Et avec les upgrades.md livrés par le corps, ça demande quand même de faire un tour, c'est pas possible. Moi j'ai un exemple, c'est par exemple sur le nouvel écran en commande, sur
l'ancienne version de PrestaShop, on pouvait ajouter un produit qui était déjà au panier, enfin, dans la commande. On pouvait l'ajouter en gratuit avec un prix à 0. Ouais. Et sur la nouvelle version de PrestaShop, on nous dit que ce produit est déjà au panier, donc on ne peut pas l'ajouter. Ok. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent, mais ceux qui l'utilisent pour faire des cadeaux à leurs clients, ils sont bloqués. Ouais, mais c'est Voilà, c'est d'anticiper ce genre de comportement. C'est impossible. ouais, c'est ça. Ça, c'est dans le cas concret qu'on rencontre ce genre de choses. Ouais. Effectivement. Et ça vaut le coup de remonter au corps ce genre de cas pour qu'ils le prévoient sur la prochaine version. Je suis sûr qu'ils seront ravis d'avoir des contributions et le retour. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je... Ouais. Tu veux le micro ? Non, non. Enfin, tu parles de contribution pour l'open source d'Evenstore. Ouais. Est-ce que vous contribuez, ton équipe, au projet open source PrestaShop? C'est l'objectif. En fait, on a une grosse envie de contribuer au projet open source. Ce qui nous bloque, c'est qu'en fait, quand on sort une nouvelle extension, c'est la compatibilité avec les anciennes versions. Donc en fait, on fait tout. Par exemple, là, on va avoir des nouvelles versions de Guzzle qui arrivent. Comment est-ce qu'on fait pour être compatible avec la nouvelle version de Guzzle qui apporte des nouvelles choses et qui permet d'être compatible avec tout le nouvel écosystème? Mais comment on fait aussi pour toute la longue traîne et tout l'historique des boutiques, ne pas les laisser en plan et leur permettre de profiter des valeurs? Donc en fait, on essaye de faire des retours. Ça, c'est un travail qui a été commencé, mais qui est assez compliqué, d'essayer de faire des retours au corps. Mais c'est loin d'être suffisant. Encore une question par rapport à la multitude de coûts que vous évoquiez, notamment sur le checkout ou ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, d'un point de vue technique, c'est de toute manière incontournable. On n'a pas le choix, on n'a pas de sorte de souci. Surtout quoi qu'il arrive avec des équipes qui vont utiliser beaucoup de modules et qui vont avoir beaucoup de... C'est d'où la solution. C'est pour ça qu'on a greffé cette solution sur les services, sur les essentials qu'on sort. C'est justement pour pas nous rajouter du poids. Et après, une fois qu'on a battle testé ça, qu'on a validé, qu'on a vu tous les cas edge, et essayer de le distribuer de façon à ce que d'autres puissent l'exploiter. Par exemple, la gestion des stocks, ça pourrait très bien être réactif. Il n'y a pas l'obligation d'être présent. Au final, sur le tunnel de checkout, il n'y a pas énormément de modules qui sont vitaux. C'est juste qu'actuellement, on n'a pas le choix. Donc l'idée, c'est de donner le choix sur les prochaines versions. Je crois que je suis allé plus vite que prévu. Juste pour savoir, tiens, je vais faire un sondage à main levée. Qui est sur PrestaShop 1.6 ? Toi, tu triches. 1.7 1.7 1.7.8 ? Je fais la tentative. 1.7.8 ? Ah, il y en a quand même. Et les migrations depuis la 1.7.2 jusqu'à 1.7.8, vous avez suivi tous ? Tout le monde a suivi ? Ceux qui sont sur 1.7, vous avez suivi les migrations de 1.7 à 1.7.8 ? Non. C'est quoi ? C'est les nouvelles boutiques que vous passez, vous construisez sur les en 1.7.8 ? Ok. Et les anciennes boutiques, vous croisez les doigts ? On n'est pas loin du troll. Et pareil pour les mises à jour de modules. Pour les mises à jour de modules, vous laissez la dernière, vous suivez les dernières versions histoire d'éviter les failles de sécurité, ou c'est vous. Ouais. Ok. Si je peux me permettre, Ouais. sur PrestaShop, les modules développés par PrestaShop de l'utilisateur, il ne regarde pas quand il propose la mise à jour si on est à la 1.7.2 ou à la 1.7.8. Il propose la mise à jour même si le module n'est pas compatible encore avec la 1.7.2. Non, ça par contre, on a rajouté des limitations sur avec le passage sur Business Care, sur les essentials.
C'est ça, sur les Essentials, on l'a mis parce qu'on a entendu ce retour et on est en train de le passer sur Business Care justement pour avoir, en fait, pour les modules et les 60 modules qui ont été développés chez PrestaShop, on est en train de rajouter cette petite option. Mais il faudra mettre à jour pour savoir qu'on ne peut pas mettre à jour. Et ça, je ne sais pas comment le régler, cette inception-là. J'ai plus de questions. On cherche Pablo. Merci Vincent. Eh bien, merci à vous. Ah, mais ouais, j'étais en train de te chercher. J'étais sûr que c'était Pablo qui parlait. Non, il parle juste après moi. Exactement, c'est ça. Bacelli, tout à fait. Est-ce que je pourrais avoir la souris par contre? Ouais. Si, le clic droit ça ne fera rien, mais la molette, ça va vous sortir. Pour les, ça va sortir. Ok. Il faut surtout pas bouger la souris parce que si vous sortez en haut, ah oui. Après, ouais, ok. Oui, ok. Bonjour à tous. Donc moi, je me présente rapidement. Je suis Thomas Bacelli, développeur Core depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la compatibilité avec PHP 8. Pourquoi c'est compliqué et pas seulement, dans le cadre du Core et pas seulement aussi beaucoup de solutions CMS ont ce genre de difficultés avec PHP 8. Donc, petit plan de comment ça va se dérouler. On va faire un petit bilan sur comment s'est passé le cycle de développement de PHP jusqu'ici, des premières versions jusqu'à maintenant. On va voir un peu comment ça s'est passé, la répartition des versions de PHP actuellement. On va regarder la plage de compatibilité des versions de PrestaShop. Le problème des dépendances externes, on va revenir un petit peu là-dessus, avec Composer notamment. Quelles solutions on peut faire, quelles solutions on peut trouver pour régler ces problèmes de compatibilité. Et puis on va faire un petit point sur PHP 8.1 en fin de session. Du coup, voilà le graphique de l'évolution de PHP. Donc pour en parler rapidement, en 1994, on a la naissance de PHP Tools, l'outil historique de PHP finalement. Dans la foulée, on aura une deuxième version de cet outil, mais la vraie version de PHP que les gens connaissent vraiment, c'est avec la sortie de PHP 3.0, mais qui ne sera pas encore beaucoup adoptée. La vraie adoption de PHP, ça va être avec la version 4 qui sort du coup en 2000. Et donc déjà en 2000, on voit que la version de PHP 4, ça va aller jusqu'à la version 4.4 si je dis pas de bêtises, ou 4.3, 4.4 je crois. Ça va s'étendre jusqu'à mi-2008. Et donc on a un peu plus de 8 ans sur ce cycle de développement de PHP 4. Et c'est assez intéressant de voir que pendant que la version 4 était encore bien supportée, on avait le développement de la version de PHP 5. Et donc on a eu 5.1, 5.0, 5.1 et le début de 5.2. Et pendant tout ce temps-là, on avait encore le support de l'ancienne majeure de PHP. Donc en fait, ça c'est intéressant parce que ça montre que les développeurs avaient le temps de mettre à jour leur projet vers la prochaine majeure, puisque l'ancienne majeure était encore supportée. Ensuite, on passe sur le cycle de développement de PHP 5, et là, on voit que c'est pas du tout régulier en termes de cycle en fonction des mineurs. On a des versions qui durent 1 an et d'autres qui durent 4 ans, voire peut-être un peu plus. Et le cycle total de cette version 5 dure 14 ans. Donc c'est assez impressionnant. À
titre d'information, la version qu'on considère comme étant à peu près la première de PrestaShop, la 0.9.7, sort début 2008. Et donc ensuite, voilà, jusqu'à fin 2018, on a la version de PHP donc 5 qui est supportée. Et là encore, c'est intéressant de voir que la version de PHP 7 qui va sortir, du coup, si je dis pas de bêtises, en 2015, fin 2015, en fait, pendant tout ce cycle de développement de cette version 7, là aussi, on a encore le support de l'ancienne majeure qui est la 5.6. Donc là encore, on laisse le temps aux développeurs de mettre à jour leur projet parce que l'ancienne version est toujours supportée. À peu près au même moment, du coup, entre PHP 5.6 et PHP 7, en tout cas chez PrestaShop, on commence à utiliser l'outil de management de dépendance qui est Composer. Et donc, on commence à utiliser des librairies externes. Donc là, c'est intéressant de noter aussi que jusqu'avant, pendant toutes les autres versions de PrestaShop, on avait la main complète sur le code de PrestaShop, on n'utilisait pas de librairie, et donc on avait la main sur la plage de compatibilité des versions de PHP. On pouvait le changer comme on voulait. Et à partir du moment où on a commencé à utiliser Composer, en fait, on est un peu dépendant de comment vont se comporter les librairies, si elles aussi vont se mettre à jour. Alors à l'époque où on a choisi d'utiliser Composer, ce n'était pas un problème, parce qu'à ce moment-là, on pouvait choisir, tiens, cette librairie est compatible avec notre range de compatibilité de PrestaShop, on peut les utiliser, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on n'avait pas de vision vraiment sur le futur à plus 5, plus 10 ans derrière. Donc aujourd'hui, on va le voir un peu plus tard, mais on se retrouve avec des problèmes justement de librairies qu'on utilise qui ne sont plus forcément compatibles. Et si on revient sur le cycle de développement, du coup, PHP 7, là on voit que c'est des cycles de développement très réguliers, à peu près 3 ans pour chaque mineur. Et on passe d'un cycle de développement de PHP 5 qui est de 14 ans à 7 ans pour PHP 7. Donc on réduit de moitié le cycle de développement de cette version. Et en plus, avec la sortie de PHP 8, là aussi ça change parce que jusqu'alors, comme je le disais, on avait encore l'ancienne majeure qui continuait son cycle de développement pendant que la nouvelle version voyait le jour. Là, c'est plus le cas. PHP 8, elle est plutôt considérée comme une version mineure de PHP quand on regarde son cycle de développement. Parce que du coup, on voit que PHP 4, le support de PHP 4 va s'arrêter en 2022, alors que la première version de PHP 8, elle, va continuer un peu plus tard. Voilà pour cette évolution de PHP. Si on regarde maintenant du côté de la répartition des versions de PHP, le premier schéma en haut, c'est le schéma que nous donne, le graphique, c'est le graphique que nous donne Packagist, donc, qui est l'éditeur de Composer. Et donc lui, il nous dit que globalement, PHP 7.4 représente 45,8% aujourd'hui des installations de PHP. Et donc ça, il faut bien prendre en compte que c'est la répartition globale, c'est quand on fait un Composer install. Du coup, ça ne représente pas forcément le vrai écosystème, d'autant plus chez PrestaShop. Si on regarde nos chiffres à nous, déjà on peut regarder donc, de leur côté, on a 7.4 qui arrive en premier, donc ce qui est bien, parce que c'est la vraie dernière version majeure de PHP 7. Ensuite, on a PHP 3, c'est pas trop mal non plus. Par contre, quand même, en troisième position, on a PHP 7.2, dont le support s'est déjà arrêté. Et donc là, déjà, on peut se dire que les gens ne font pas tous la mise à jour vers la dernière version. Et donc si on reparle évidemment de nos chiffres à nous, donc il y avait une grosse majorité, il y avait à peu près 57% des versions dont on n'avait pas l'information. Mais si on regarde les chiffres qu'on a dans notre plage de chiffres, on voit que c'est PHP 7.2 qui arrive en premier. Donc c'est une version qui n'est pas supportée, qui n'est plus maintenue plutôt. Ensuite on a 7.3 donc, qui est maintenue. Et ensuite en troisième position quand même on a 5.6. Et 5.6 ça commence à remonter un petit peu en termes de support. Et donc, on voit que dans la communauté PrestaShop, c'est un peu difficile, les versions de PHP ne sont pas mises à jour. Alors, c'est normal qu'on ne retrouve pas PHP 7.4, puisque de toute façon, il n'y avait pas de version de PrestaShop compatible 7.4 jusqu'à il y a encore quelques semaines. Donc là, on a la nouvelle 1.7.8 qui donne la compatibilité 7.4, mais jusque-là, on ne l'avait pas. Donc, c'est normal qu'on ne le voit pas sur ce graphique. Ensuite, si on regarde du coup la plage de compatibilité qu'on a offert jusqu'ici, on voit que dans les versions de PrestaShop 1.6 et compagnie, on a une plage assez grande, mais en fait c'est assez normal parce que ça reste des mineurs de PHP 5, donc c'est plus facile de rendre compatible entre mineurs qu'entre majeurs. Ensuite, en fait, les gens se sont quand même mis à jour, les développeurs, la communauté s'est mis à jour vers les dernières versions de PHP 5, donc c'est pour ça que le support des anciennes versions 5 ont commencé à diminuer.
Et, avec l'arrivée de PHP de PrestaShop 1.7, en fait, on a commencé à se baser sur la range de compatibilité de Symfony. Et donc pour la prochaine version de PrestaShop, on va se baser sur Symfony 4.4, qui est la dernière version LTS. Et cette version nous dit qu'elle est compatible à partir de 7.2 jusqu'à 8.1. Il y a les dernières PR qui ont été émergées pour rendre compatible 8.1 il y a quelques semaines aussi. Si on regarde de notre côté, par contre, justement de nos librairies, ce qu'on utilise, en fait, on utilise environ 113 librairies dans notre composer.json, dont 64 qui sont en interne. Et donc ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'on a la main dessus, comme si on n'utilisait pas de gestionnaire de dépendance finalement. On peut facilement définir quelle version sera compatible avec ces librairies, etc. Et par contre, on utilise quand même 49 librairies externes sur lesquelles donc, on n'a pas la main ou beaucoup moins facilement. Et pour voir un petit peu ces dépendances, voir qu'est-ce qu'elles requièrent comme version de PHP et voir celles qui ne sont pas compatibles, on a deux commandes assez utiles avec Composer. C'est Composer Y et Composer Why Not. Donc en faisant Composer Y, on va pouvoir lister toutes les dépendances et voir quelle version de PHP elles requièrent. Et avec Why Not, eh ben, ça va faire l'inverse. En fait, ça va lister toutes les librairies qui ne sont pas compatibles encore avec la version dont on précise. Du coup, si on reprend la première commande, j'ai bougé ma souris, je crois. Merci. Du coup, si on fait un Composer Y PHP, on va pouvoir lister, donc, comme je disais, toutes les librairies qu'on utilise. Et en fait, sur la droite, on va pouvoir voir quelle version de PHP elle requiert. Et donc là, en fait, on peut constater qu'il y a des librairies qui disent clairement qu'elles sont compatibles avec PHP 8. C'est le cas de Biat, normalement. On voit PHP supérieur à 7.2 ou supérieur à 8.0. Par contre, il y a d'autres librairies comme RFinder qui, elles, disent qu'elles requièrent PHP supérieur ou égal à 5.4. Moi, quand je vois ça, PHP 5.4, je me dis ça commence à remonter. C'est bien possible qu'on utilise une librairie qui, en fait, n'a pas été mise à jour. Et donc, sur la plage de compatibilité, on n'est pas trop sûr. Et donc, quand c'est comme ça, en fait, on va être obligé de vérifier que cette librairie est bien compatible. Et donc, ça aussi, ça rajoute du temps de développement parce que pour chaque librairie dont on n'est pas sûr de la compatibilité, il va falloir aller le vérifier. Donc là, on peut aller le vérifier. Dans notre cas, en fait, on se rend sur le dépôt. Alors, on voit qu'effectivement, ce n'est pas compatible PHP 8. Ce n'est pas testé avec PHP 8. Mais quand même, on a un bon indice parce que c'est quand même testé avec PHP 7.4. Donc ça peut nous dire finalement, elle est maintenue, elle n'est pas dans la dernière version, mais elle reste maintenue. Il y a quand même des chances que ça passe. Et donc dans ces cas-là, eh ben, on va cloner la librairie, on va installer les dépendances Composer avec PHP 7.2, et ensuite on va changer de version de PHP et passer les tests. Et donc si on fait un PHP version PHP 8, on envoie les tests, et en fait on se rend compte que tous les tests sont passés, il y a 32 tests, 41 assertions. Pas de souci. Donc en fait, cette librairie, on peut tout à fait l'utiliser et ça va fonctionner pour PHP 8. Mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les librairies. Et donc dans ce cas-là, il va falloir faire un choix, soit changer librairie, soit faire une pull request pour la mettre à jour, soit faire un fork de cette librairie pour l'utiliser, etc. Donc tout ça prend beaucoup de temps. L'autre commande qu'on peut taper, c'est donc why not PHP 8. Et donc ça, c'est sur la branche develop de PrestaShop. Si on tape cette commande actuellement, on a encore 4 librairies qui se disent pas compatibles, alors que la branche develop, je le rappelle, est déjà compatible PHP 8. Et en fait, on se rend compte que, alors déjà sur les 4, la dernière, c'est une dépendance de PrestaShop. Et en plus, c'est une dépendance de dev de PrestaShop. Donc en fait, c'est pas très grave pour le moment si elle n'est pas compatible, puisque dans tous les cas, elle ne sera pas dans le zip final fourni par PrestaShop. Donc celle-là, on peut l'éliminer. Elle sera mise à jour de toute façon avant la sortie de la prochaine version de PrestaShop. Ensuite, on a la première librairie, qui est donc HTTP Auth, qui requiert PHP 7.2. Donc celle-là, on peut essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. On va essayer de voir qui en a besoin de cette librairie. On voit que c'est Minify. Et Minify, c'est directement c'est PrestaShop qui en a besoin. Donc on pourrait essayer de regarder si on peut essayer de s'en passer aussi, voir si on peut trouver un équivalent ou si on peut directement écrire le code à la place. Mais dans notre cas, on va essayer aussi de voir si finalement, c'est pas le même problème, c'est juste que cette librairie n'a pas été mise à jour, son range de compatibilité, et qu'en fait, si ça se trouve, elle est déjà compatible. Donc même chose, on va télécharger, on va faire un composer install avec 7.2, on va switcher en 8, et puis on va passer les tests. Et là encore, 40 tests exécutés, sans assertion, pas de problème. Donc en fait, là, c'est pareil, cette librairie, elle est bien compatible avec PHP 8. Il nous en reste donc 2 autres, Laminas Code et Laminas Event Manager. Je ne vais pas détailler pour Event Manager parce que ça va être exactement la même chose que pour Laminas Code. Mais du coup, si on prend le cas de Laminas Code, on
qui en a besoin? C'est Proxy Manager LTS. Et qui a besoin de Proxy Manager LTS? C'est Symfony. Là, pour le coup, Symfony, on ne va pas pouvoir s'en passer, donc forcément, il va falloir faire quelque chose. Et en fait, on pourrait se dire, c'est bizarre que Symfony, qui est censé être compatible de PHP 7.2 à 8.1, me dit que j'ai une librairie que j'utilise qui n'est pas compatible. En fait, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, Symfony va télécharger la version de la librairie qui correspond à la version actuelle de PHP qu'on est en train d'utiliser. Sauf que nous, quand on livre un zip avec PrestaShop, on veut que toutes les versions de PHP soient compatibles avec une seule version de cette librairie. Et donc ça change beaucoup de choses en termes de dépendance. Et donc là, si on regarde un peu plus en détail la Minas Code, on voit que la version 3.4.1, qui est donc celle qu'on utilise actuellement parce que c'est celle qui est compatible PHP 7.2, n'est pas compatible PHP 8. Par contre, la mineure d'après, la 3.5, elle est compatible 8, sauf qu'elle a supprimé 2 mineurs de PHP, la 7.1 et la 7.2. Donc en une mineure de cette librairie, on perd 2 mineurs de PHP. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que dans notre cas, on n'a pas trop le choix. Il va falloir forker cette librairie dans sa dernière version, si possible, pour essayer de bénéficier des correctifs et des nouvelles fonctionnalités. Et de réécrire toutes les parties en fait, qui ne sont pas compatibles avec PHP 7.2. Donc souvent, c'est des questions de syntaxe, des nouvelles syntaxes, par exemple, s'il y a des attributs, je ne crois pas qu'il y en ait dans cette librairie, mais s'il y a des attributs PHP 8, il va falloir les réécrire pour rendre compatible PHP 7.2. Et donc ça demande beaucoup de travail. Il faut le faire sur toutes les librairies qui sont requises par Symfony, mais qui ne sont pas compatibles PHP 7.2. Heureusement, dans notre cas, ici, il n'y en a pas tellement. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à tout ça? Une des premières solutions qu'on pourrait trouver, c'est se dire on peut transpiler le code. C'est-à-dire qu'on va écrire du code en PHP 8, PHP 8.1, et ensuite, au moment de livrer le zip, on va le passer dans une sorte de moulinette qui va réécrire à notre place tout ce qui n'est pas compatible PHP 7.2. Donc il y a des outils qui existent pour ça, il y a Rector, Fabel, etc. Mais en fait, c'est pas complet. Il y a des fonctionnalités de PHP 8 qui ne sont pas transpilables vers du PHP inférieur, comme notamment les annotations, qui sont une nouveauté de PHP 8. Aujourd'hui, c'est pas possible. Après, on pourrait se dire, ok, mais ça, on le sait. Du coup, dans le code qu'on écrit, il suffit qu'on n'utilise pas ces attributs, et puis on pourra quand même transpiler derrière. Oui, mais en fait, on utilise toujours des librairies externes. Donc, ces librairies, potentiellement, elles peuvent utiliser des attributs ou des fonctionnalités qui ne sont pas transpilables. Quelle autre solution? Forcer les utilisateurs à mettre à jour. Ça, c'est pareil, c'est très difficile. Ça a un coût en plus de mettre à jour. Et puis, encore une fois, on est dépendant de librairies externes. Donc, si même les librairies externes ne se mettent pas à jour, comment nous, on peut forcer les utilisateurs derrière de PrestaShop à se mettre à jour? C'est pas faisable. Après, on peut quand même essayer d'éduquer, essayer de pousser à se mettre à jour. Mais dans tous les cas, on ne peut pas se baser uniquement là-dessus. Une troisième solution, sinon, ce serait de dépendre moins de librairies externes. Et donc ça, c'est pareil, c'est ce qu'on essaie de faire. D'ailleurs, on a fait un chantier il n'y a pas si longtemps. On a repassé toutes les dépendances de PrestaShop pour voir s'il y en avait certaines qu'on pouvait se passer ou qu'on pouvait récupérer à l'intérieur de notre code directement. Et en fait, c'est pareil, c'est pas forcément la solution idéale parce que ça nous demande plus de travail, ça fait du code en plus à maintenir. Et en plus, ça nous fait réinventer la roue et parfois moins bien puisqu'on n'a pas toute une communauté qui se réunit autour d'un projet pour d'une librairie pour la rendre meilleure. Bref, la compatibilité avec PHP 8, c'est compliqué. Et PHP 8.1, alors qu'est-ce que ça donne? On peut essayer de regarder rapidement. Si on tape aussi cette même commande composer why not PHP 8.1, on retrouve nos 4 librairies de tout à l'heure, plus 2 nouvelles qui, elles, précisent explicitement qu'elles ne sont pas compatibles 8.1. C'est le cas de Prophecy, par exemple, on voit vraiment inférieur à 8.1, et Emogrifier avec sa syntaxe tilde 8.0.0, on aura la dernière patch de 8, mais pas la dernière mineure. Mais on peut se dire, bon, ces librairies, ça se trouve, on utilise peut-être qu'une partie de ces librairies qui sont compatibles avec PHP 8 déjà. On peut essayer de voir ce que ça donne si on les installe. Et c'est pas fameux. C'est pas fameux, mais si on regarde, en fait, on voit que c'est RFinder, la librairie de tout à l'heure, qui pose le problème et qui, en fait, envoie plein de deprecated. Et la vraie exception là-dedans, c'est qu'en fait, on a envoyé des headers trop tôt et qu'on a réessayé d'en renvoyer après. Et c'est ça, la vraie exception. Donc en fait, on peut se dire si... Allez, j'ai oublié de parler de ça, c'est vrai.
Et du coup, si on regarde un petit peu plus près à Finder, qu'on refait la même manip de télécharger, de repasser les tests PHP Unit avec 8.1, en fait, on voit que tous les tests sont passés, pareil que tout à l'heure. C'est juste que là, il y a beaucoup de deprecated. Et ça, c'est dû à une nouvelle fonctionnalité de PHP 8. C'est-à-dire que maintenant, en PHP 8 et 8.1, toutes les classes internes et les fonctions ont un type de retour en principe. Et en 8.1, si les classes qui héritent des classes internes n'ont pas les mêmes signatures, et notamment sur le retour le type de retour des fonctions, eh ben, ça va faire un deprecated. Donc là, par exemple, si on prend la fonction de datetime modify, qui maintenant retourne un datetime ou false, et qu'on étend cette classe, sans préciser le type de retour, eh ben, ça va envoyer un deprecated dans 8.1. Du coup, on peut se dire, on ajoute le type de retour pour pallier à ça, sauf que si on ajoute le type de retour, c'est plus compatible 7.2. Et donc la solution, c'est d'ajouter un attribut qui s'appelle returnType will change, et ça, on va en avoir beaucoup en PHP 8.1, parce qu'il y a beaucoup de librairies qui émettent des exceptions, des deprecated à cause de ce genre de problème. Mais bon, ça reste un deprecated. Donc, si on passe le mode dev à false, et ben finalement, on a un shop qui fonctionne à peu près bien. C'est magnifique. Là, les tests complets, la suite de tests n'a pas été encore passée sur cette version de PHP 8.1, mais en se baladant dans le back-office, a priori, ça pose pas vraiment de problème. Dans tous les cas, de toute façon, on va pas laisser ça comme ça, puisque en mode dev, c'est inutilisable. Donc évidemment, on va faire les mises à jour qu'il faut sur les librairies qu'on utilise. Et voilà pour moi. Merci à vous. Si vous avez des questions. Ouais. Ça me paraît compliqué, parce que c'est vraiment un travail de fond. Ça impacte beaucoup de choses. Je pense pas que ce soit vraiment possible comme ça. Il faut faire la mise à jour, ouais. Ouais. En fait, c'est parce qu'on livre un zip déjà après l'emploi. Effectivement, si on se met en mode développeur, au moment d'installer la boutique, on fait un composer install avec la version de PHP qu'on veut. Évidemment, à ce moment-là, ça marcherait. Mais nous, notre but, c'est de livrer un zip qui est valide entre telle version de PHP et telle version de PHP. Potentiellement, ça pourrait être faisable, mais ça rajoute beaucoup de complexité, surtout au niveau des tests, etc. Parce qu'il va falloir tester ces différentes versions, parce qu'on ne peut pas livrer un zip dont on n'est pas sûr du code qui va être livré. Donc ça veut dire qu'il va falloir, pour toutes les possibilités de toutes les versions de PHP, tester que cette librairie fonctionne, et ça rajoute énormément de travail aussi. Merci à vous.
Rebonjour. On va peut-être attendre quelques instants, puisqu'on est en avance, pour voir s'il y a des retardataires qui voudraient nous rejoindre pour ces talks. Donc je vous laisse 5 minutes si vous voulez aller chercher un café ou un verre d'eau. Allez-y.